Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous un sujet de réflexion. En fait, c'est une réflexion que je me fais depuis un bon moment et plus le temps avance, plus je me retrouve souvent dans certaines situations qui me font me demander si vraiment il n'y a pas des choses à revoir dans ce monde qui, parfois, à mon avis, tourne un peu à l'envers. Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation, vous vous êtes dit vraiment, ça c'est le monde à l'envers. La réflexion que moi je me suis faite, c'est dans le domaine de la santé, qui est le domaine que je maîtrise, dans lequel j'évolue depuis un bon moment. Euh, je me suis dit qu'il y avait des choses à revoir sur le système parce que, bon, moi j'exerce en France, donc on a un système de santé qui, franchement, est à féliciter. Il y a beaucoup de bonnes choses. On a la grâce, par exemple, d'avoir l'assurance d'être soigné si on est malade. Ah, ça, c'est pas donné dans n'importe quel pays. Ici en France, quand même, tu es malade, tu vas chez ton médecin, la sécurité sociale prend en charge tes frais, tu as besoin de médicaments, tu es hospitalisé, on te prend en charge. Le côté vraiment curatif, il n'y a rien à dire. Mais ce que je trouve bizarre quand même, c'est certains autres acteurs du système de santé qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, je ne comprends pas comment est-ce que une consultation chez une diététicienne n'est pas prise en charge par la Sécu. Quand on sait pourtant que notre santé est étroitement liée à ce qu'on mange, à comment on mange. Ça, ce n'est plus un scoop, ce n'est plus un débat. Ça a été établi à de nombreuses reprises depuis le début de la médecine. Même on sait que la santé se trouve dans l'assiette et de grandes figures de la médecine l'ont souvent répété dans des conférences, dans des livres, etc. Et malgré tout ça, une consultation chez la diététicienne n'est pas prise en charge. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. On sait par exemple qu'un des motifs les plus fréquents de consultation chez les diététiciennes, c'est la perte de poids. Ce n'est pas le seul motif, mais c'est un des motifs les plus fréquents. Et la médecine aujourd'hui sait que le surpoids, et en particulier l'obésité, est un facteur de risque de nombreuses maladies. Ça a été démontré aussi dans plusieurs études. Dans quasiment toutes les spécialités médicales, il y a beaucoup de maladies qui ont en facteur de risque majeur le surpoids. Quand vous prenez les maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, infarctus, etc., vous prenez les maladies rhumatismales, arthrose, hernie discale, etc., le poids, facteur de risque majeur. Vous prenez les pathologies respiratoires, syndrome d'apnée du sommeil, Covid grave. Vous savez, les patients qui sont décédés du Covid, pour la plupart, il y avait deux populations. C'était les personnes âgées et les personnes obèses. Ce sont les deux populations qui ont le plus souffert du Covid. Vous prenez, dans toutes les spécialités médicales, cancérologie aussi, on sait aujourd'hui que la graisse est cancérigène. Donc, dans toutes les pathologies, dans toutes les spécialités, quasiment le surpoids intervient. Et donc, je ne comprends pas comment est-ce que aujourd'hui encore, on ne prend pas en charge les frais de consultation chez une diététicienne, alors que pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. En fait, c'est un peu comme si on priorisait, c'est un peu comme si le système priorisait les médicaments à la prévention, en fait, je sais pas. Parce que clairement, là, ça veut dire que, puisque, en fait, franchement, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer une consultation chez une diététicienne. Encore que quand on parle de consultation, c'est pas une seule, parce qu'en général, c'est un suivi. Et donc, ça veut dire que si tu as un médecin qui n'a aucune notion de diététique, ce qui est quand même la majorité des médecins, parce que, soyons clairs, on n'apprend pas la diététique dans notre formation. Les petites notions que certains médecins ont, c'est de la formation, de l'auto-formation en fait. Voilà, on fait un peu aussi nos propres recherches. Mais typiquement, le médecin qui n'a pas ces notions-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand il aura son patient, par exemple, diabétique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lui prescrire des médicaments tout simplement. Hein. On va mettre un médicament, hein, la fameuse metformine que tous les diabétiques connaissent. Si ce n'est pas suffisant, on va mettre un deuxième. Si ce n'est pas suffisant, on va ajouter un troisième. Les médicaments pour le diabète, il y en a plein. Hein. On a de quoi faire. Si on ne s'en sort pas avec les comprimés, il y a les injections maintenant. Enfin, les médicaments pour le diabète, il y en a plein. Et donc, voilà, si on n'a pas de notion de diététique, donc, voilà, comme on ne peut donner que ce qu'on a, on ne peut apprendre que ce qu'on sait, eh bien, on va se limiter à la prescription de médicaments.
D'autant plus aussi que même quand on a des petites notions, parfois on n'a pas toujours le temps de faire l'éducation thérapeutique et donc on est bien content d'avoir à côté des diététiciennes qui peuvent se charger de ça parce que changer le mode de vie, l'alimentation d'un patient qui a 30, 40 ans quand on découvre son diabète. Là, je parle du diabète de l'adulte, hein, le diabète de type 2. Le diabète de l'enfant, c'est autre chose. Mais quand tu as un patient comme ça qui est adulte, qui a déjà ses habitudes à lui, c'est pas en 15 minutes de consultation que tu vas changer ses habitudes, même pas en rêve. Tu vas peut-être lui dire, bon, ok, allez perdre du poids, et ça va s'arrêter là, mais il va pas s'en sortir tout seul, c'est difficile, c'est difficile. Et donc, on est bien content, nous médecins, d'avoir les diététiciennes qui se chargent de ça. Mais justement, il y a des patients qui, clairement, n'ont pas les moyens de se payer des séances chez la diététicienne. On a des patients qui sont aisés et il y a aussi des patients, clairement, qui sont dans des situations financières très compliquées. Et ceux-là aussi, pourtant, ils ont besoin de soins. Et donc, malheureusement, parfois, on se limite à donner des médicaments. Et le problème avec les médicaments, c'est que c'est un peu de l'esclavage. Il faut se dire la vérité parce que quand tu traites un patient sur le plan de vue des symptômes, sur le plan de vue de la biologie, la prise de sang, et que tu ne traites pas le problème de fond, eh bien tu le rends tout simplement esclave du médicament parce qu'il ne pourra pas arrêter le médicament. Quand il va arrêter son médicament, la maladie va revenir parce que tu n'auras pas traité la cause de la maladie. Et donc, on se retrouve comme ça avec des patients qui prennent des médicaments pendant des années, sans compter les effets secondaires potentiels qu'ils ont souvent sur le long cours. Et parfois, même pour traiter les effets secondaires, on ajoute encore notre médicament qui va soigner les effets secondaires de l'autre médicament. Et parfois, on se retrouve dans un cercle vicieux comme ça, qui est bien dommage. Donc, je ne comprends pas donc pourquoi est-ce que ces frais-là ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale alors que ça peut éviter à de nombreuses personnes déjà de tomber malades, mais ça peut aussi guérir de nombreuses personnes. Je vous ai souvent fait des témoignages ici de patients chez qui voilà, ça faisait des années même qu'ils prenaient des médicaments et je leur ai dit non, c'est pas des traitements à vie, ça va être à vie si vous décidez, mais si vous faites un peu attention à ça, ça va marcher. Et aujourd'hui même je suis plus à l'aise avec aussi la chirurgie bariatrique parce que au début, bon, je me disais, ouais, bon, on peut faire des efforts, etc. Mais aujourd'hui, quand j'ai des patients qui sont vraiment en obésité sévère et qui n'ont pas la motivation parce qu'ils savent que ça va prendre du temps, etc., je leur dis, franchement, faites une chirurgie bariatrique, faites-vous poser un anneau ou faites une sleeve, etc. Voilà, c'est tout un parcours de soins, c'est voilà, de la médecine, voilà, il n'y a pas de mal à ça. Et donc, j'ai des patients comme ça qui ont fait une chirurgie bariatrique et qui étaient diabétiques, hypertendus et qui, du jour au lendemain, tout s'est réglé. Hier encore, j'ai un patient un patient un peu tintin que j'aime bien, qui était en obésité sévère, qui avait hypertension et diabète, qui était sous traitement et qui, l'année dernière, s'est fait opérer. Aujourd'hui, quand vous le voyez, et vous voyez sa carte, quand il me donne la carte vitale, je vois la photo sur la carte vitale, je vois la photo du patient qui est en face de moi. C'est vraiment deux personnes différentes, mais du coup, il est guéri, il a plus de diabète, plus d'hypertension, on a arrêté tous les médicaments. Et hier, il est venu me voir depuis, donc ça fait, c'est l'année dernière qu'il s'est fait opérer, début d'année dernière, et donc 3 mois après l'opération, déjà les prises de sang, les prises de tension étaient nickel. Et donc maintenant on se voit tous les 6 mois, c'est vraiment juste pour faire un check-up. Et hier il est venu me voir, il me dit bonjour docteur, je vais très bien, je viens vous voir pour vous saluer. Du coup, bon, je l'installe, on fait l'examen, il est venu avec la prise de sang, je prends sa tension, tout est nickel et tout. Et à la fin de la consultation, il me dit « Combien vous me devez, docteur ?» Un patient tintin. Parce qu'avant, justement, il disait « Combien je vous dois, docteur ?» Et maintenant, il se dit que, en fait, comme il est plus malade, il doit plus me payer. Bon, c'est dans la rigolade, hein, mais ça fait plaisir d'avoir des consultations comme ça où on a des gens qui, voilà, qui guérissent, qui se sentent bien, qui ont repris une vie, voilà, une vie qu'ils aiment bien. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est pas de la théorie, c'est pas juste pour parler. Je vois vraiment en consultation des vies qui sont transformées sur le plan de vue de la santé parce que on a identifié le problème, on a dit déjà, parce que souvent même les patients ne savent pas, il y a des patients qui ont des maladies, qui prennent des médicaments, ils sont même incapables de te dire de quoi ils souffrent, ils sont incapables de te dire quels médicaments ils prennent, pourquoi ils prennent, parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer. On a juste prescrit les médicaments qui fonctionnent. Je ne dis pas que les médicaments ne fonctionnent pas, mais je dis que quand même, voilà, si on peut éviter, on évite. Si on ne peut pas, bien évidemment, on prescrit. Et il y a des patients aussi, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui vont faire beaucoup d'efforts et qui n'auront pas de résultats. Ça, voilà, il y a toujours des exceptions, mais ce n'est pas la majorité des patients.
Donc voilà. Donc par exemple, donc ce premier point sur lequel je me faisais déjà la réflexion, c'est le remboursement des consultations de diététique. Parce que même les patients diabétiques, les consultations de diététique ne sont pas prises en charge. Pourtant, on sait que les diabétiques doivent avoir un régime diabétique, un régime particulier, et pourtant, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est dommage. Et pour rester même sur les diabétiques, je prends cette pathologie exprès parce que je sais que c'est une pathologie qui va vous parler, c'est une maladie que vous connaissez, mais c'est transposable vraiment à toutes les autres pathologies. Est-ce que vous savez que, par exemple, vous savez, les patients diabétiques, je vous l'avais déjà dit ici, doivent surveiller leurs pieds, hein, le bas des pieds, parce que plus le diabète évolue, plus les nerfs sont abîmés, parce que le sucre abîme les nerfs, et plus donc les patients vont perdre la sensibilité au niveau de leurs extrémités, et donc au niveau des pieds notamment. Et le problème avec ça, c'est que ces patients-là peuvent se faire une plaie au niveau du pied, par exemple, typiquement les patients qui marchent pieds nus, par exemple, ou les patients qui ont des corps, vous savez, les durillons ou des fissures au niveau du pied. Ils se font une plaie comme ça, ils ne sentent pas, parce que les nerfs ne font plus leur rôle, donc ils n'ont pas mal. La plaie, elle s'infecte, elle se surinfecte, les bactéries rongent la peau. On appelle ça le mal perforant plantaire parce que justement au niveau de la plante des pieds, l'infection ronge la plante des pieds sans que les patients ne s'en rendent compte. L'infection va aller gagner l'os. Et donc, souvent, au moment où on découvre, chez les patients qui ne font pas attention quotidiennement, on découvre souvent à des stades où même les antibiotiques pour soigner l'infection ne sont plus efficaces. Et donc, on se retrouve à un stade où on va donc devoir amputer un orteil ou deux ou le pied entier. C'est pour ça que vous voyez souvent des patients diabétiques qu'on a amputés parce que c'était le seul moyen de les sauver. Et donc, figurez-vous que ces patients-là, donc diabétiques, dans le suivi, dans les examens complémentaires qu'on fait régulièrement, on leur conseille 2 fois par an d'aller voir un podologue justement qui va s'assurer, qui va prendre soin de leurs pieds, chouchouter leurs pieds, etc. Vérifier qu'il n'y a pas de corps, de durillons, de fissures, etc. Eh bien, figurez-vous que les soins chez le podologue, chez le patient diabétique ne sont remboursés que si il y a déjà un antécédent de mal perforant plantaire, c'est-à-dire que si le patient a déjà eu un mal perforant plantaire ou alors s'il a ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, donc justement les nerfs sont déjà tellement abîmés qu'il a ce qu'on appelle les paresthésies, c'est-à-dire que des sensations de fourmillement ou de brûlure au niveau des pieds, etc. Au stade précoce de la maladie, les soins de podologie ne sont pas remboursés. Je trouve ça bien dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de devoir attendre que le stade soit grave pour commencer à rembourser les soins de podologie, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'on devrait justement miser sur la prévention et rembourser ces soins de podologie-là dès le départ. Donc ça, c'est des questions que je me pose. Et puis, on peut aussi se poser la même question, par exemple, dans les pathologies mentales, anxiété, dépression, etc. On sait aujourd'hui que la base du traitement de cette pathologie-là, en tout cas une pierre fondamentale, c'est la psychothérapie. Et la psychothérapie peut être ou non, selon les cas, selon la gravité, associée à des médicaments ou pas. Mais pareil, la psychothérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Les médicaments, eux, oui. Si tu es anxieux, tu veux ton Xanax, ça va être pris en charge par la sécurité sociale. Les antidépresseurs, ça va être pris en charge par la sécurité sociale. Mais la psychothérapie, non. Et pourtant, c'est quand même une pierre angulaire dans le traitement des pathologies mentales. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est pas pris en charge par la sécurité. Pourquoi est-ce que c'est que les médicaments qui sont pris en charge par la sécurité? Je ne dis pas une fois de plus que les médicaments, j'ai rien contre les médicaments tant qu'il y a un bon usage. Mais il y a des patients qui vont avoir par exemple une durée de traitement médicamenteux plus courte si le traitement est associé à la psychothérapie que quelqu'un d'autre qui n'a pas de psychothérapie, qui n'a pas ce soutien-là, cet accompagnement-là, qui va devoir prendre des médicaments antidépresseurs sur le long cours. Et c'est pour ça que souvent les gens pensent, dans l'esprit populaire, on pense que les antidépresseurs, c'est des mauvais traitements parce que ça rend addict, etc. Non, en fait, c'est juste que si tu n'as pas de la psychothérapie à côté, oui, tu vas être obligé de prendre tes médicaments, mais si tu as un bon accompagnement à côté, à un moment donné, tu vas guérir, on va arrêter les médicaments, comme toutes les autres pathologies. Donc, moi, je pense que vraiment, la psychothérapie, c'est quelque chose qui devrait être vraiment pris en charge. Et j'irais même loin, même, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les médecines parallèles aujourd'hui, hypnothérapie, sophrologie, etc., qu'on méprise aujourd'hui, que la médecine méprise aujourd'hui, que la médecine néglige, ouais, c'est des conneries, etc. Franchement, on devrait vraiment se pencher sur ces médecines-là parce que
D'expérience aussi, expérience personnelle et aussi avec les patients. Moi, par exemple, il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out et ce qui m'a sauvé, je le dis avec certitude aujourd'hui, c'est la sophrologie. C'est la sophrologie, pardon. J'ai consulté un sophrologue pendant un moment et les séances m'ont fait beaucoup de bien. Le problème, c'est que donc voilà, la sophrologie, c'est pas prise en charge par la sécurité sociale et c'est pas tout le monde qui est capable de se payer des séances de sophrologie. C'est quand même 60 € la séance en moyenne. Il faut plusieurs séances, donc c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ces séances-là. Aujourd'hui, vu le bien que ça m'a fait, j'en conseille à mes patients. Il y a plusieurs éducations. Hein. Quand je vois qu'un patient, ça peut lui faire du bien, je le conseille. Mais c'est vrai que derrière, ils y vont une fois et après, ils peuvent pas retourner parce qu'ils n'ont pas les moyens, ce que je peux comprendre. Un autre exemple aussi, une patiente véridique, vraiment, je vous l'assure, c'est une patiente qui avait un fils qui avait des molluscomes. Alors, les molluscomes, ce sont des petits boutons que les enfants ont souvent, c'est viral. C'est viral et comme beaucoup de pathologies virales, il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça passe. Et donc, vous pouvez taper molluscome sur Google, vous allez trouver. Et donc, en fait, donc, cette patiente a été venue me voir la première fois parce qu'elle était inquiète. Il en avait beaucoup, quand même, beaucoup de boutons. Souvent, c'est 1, 2, 3 boutons. Il en avait quand même beaucoup, c'était quasiment sur tout son torse. Et je lui disais, madame, il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça passe. On s'est vu 2 fois pour ça. Il se disait peut-être que la deuxième fois, j'avais dit autre chose, mais je lui ai dit la même chose. Et en fait, elle était résolue à attendre que ça passe. Et elle a un membre de sa famille dont le fils avait eu la même chose. Et il avait vu un magnétiseur. Donc, elle s'est dit que bon, elle ne perd rien à essayer. Elle allait voir le magnétiseur. Et je vous assure, véridique, l'enfant, une semaine après, les boutons avaient disparu. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Mais ça a marché. Et c'est ça, justement, le problème de la médecine, c'est que on est toujours en train de chercher la preuve scientifique. C'est bien d'avoir des preuves scientifiques parce que c'est quand même ce qui a permis d'avoir une médecine de qualité comme on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on ne devrait pas négliger les autres médecines parallèles, même si on n'a pas de preuves scientifiques. L'important quand même, c'est que le patient aille bien ou bien. Donc s'il va bien, tant mieux. C'est comme l'ostéopathie aussi. J'ai discuté récemment avec des collègues, on parlait d'ostéopathie et ils disaient que ouais, ça c'est du pipeau, machin, compagnie. Bon, aujourd'hui, moi, au début aussi, je me disais que c'est n'importe quoi parce que moi, ce qu'on a appris à la fac de médecine, c'est la kiné. Donc, on prescrit des séances de kiné, etc. Et je me suis retrouvée en train de demander aux patients d'aller chez des ostéopathes parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où trouver un kiné, c'est pas facile. C'est comme les médecins, c'est de plus en plus compliqué. Et je leur ai dit, bon, allez voir l'ostéopathe. Et à chaque fois, j'avais tellement de bons retours de la plupart des patients que je me suis dit, ah bah, en fait, ça veut dire que l'ostéopathie, ça marche aussi. Et donc, je leur ai dit, maintenant, je dis à mes patients, si vous ne trouvez pas un kiné, je prescris la kiné parce que c'est ce qui est remboursé. Et les patients sont toujours demandés de ce qui est remboursé. Mais je leur ai dit, si vous ne trouvez pas de kiné, faites l'ostéopathie, ça va vous faire autant de bien. Bon, ça dépend des indications, bien sûr, mais il y a beaucoup d'indications de pathologies que la kiné gère et que les ostéopathes gèrent aussi. Donc voilà, en fait, je me disais, voilà, ça c'est des choses que le système de santé devrait considérer. Si on va au supermarché, pour terminer, au supermarché, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'alimentation bio coûte plus cher que l'alimentation non bio. C'est-à-dire qu'une fois de plus, si tu es pauvre, tu n'as pas droit de mettre toutes les chances de ton côté aussi pour être en santé. Non, tu dois manger l'alimentation conventionnée avec tout ce qu'on sait de cette alimentation aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a l'alimentation bio aujourd'hui, hein. C'est parce que beaucoup de gens, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes sur les procédés de fabrication de ce qu'on mange. Voilà, je vous épargne les détails, je vous ai déjà souvent fait des vidéos dessus et j'en referai d'ailleurs encore d'autres parce que je suis très friande d'émissions sur l'alimentation, sur le capitalisme dans l'industrie alimentaire qui bousille la santé des gens. Aujourd'hui, c'est capitalisme, c'est rendement à tout prix. Il faut qu'on mette des produits pour que les aliments ne pourrissent pas, pour qu'on n'ait pas de perte. Il faut qu'on mette des exhausteurs de goût pour que ce soit meilleur au goût. Comme ça, les gens vont plus acheter, quitte à ce qu'ils tombent malades, c'est pas grave. Il faut qu'on fasse des semences au laboratoire pour que les tomates soient plus jolies, plus attrayantes, pour que les carottes soient plus rouges, enfin, je sais pas, mais voilà. Malheureusement, avec tout ça, on a effectivement des produits attrayants, des industriels vendent, mais la santé des gens, voilà, on en pâtit. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus de personnes se tournent vers le bio. Mais moi, je pense que l'État devrait plutôt tout simplement subventionner l'agriculture biologique de telle sorte que tout le monde puisse avoir accès. Parce que je pense vraiment que c'est-à-dire que toutes les dépenses qu'on fait dans le domaine curatif, si on se penchait vraiment sur la prévention, on ferait au final moins de dépenses. Parce que
traiter les gens, ça coûte cher, hein. Peut-être vous ne savez pas, mais les médicaments coûtent cher. Il y a des médicaments qui coûtent 100 000 euros la boîte, hein. 100 000 euros, peut-être même l'injection. Et je suis même sûre que, ça c'est il y a longtemps, j'avais regardé ça. Je suis même sûre qu'il y a de plus en plus de médicaments, de plus en plus cher. Ça coûte extrêmement cher de soigner. On ne s'en rend pas compte en France parce que la sécurité sociale paye. On n'avance même pas les frais parfois, mais ça coûte extrêmement cher. Et je pense que vraiment, si on se focalisait sur la prévention, si on mettait les moyens de prévention, ça coûterait moins cher en tout cas que le traitement. Voilà en fait en tout cas la réflexion que je me suis faite sur ce sujet. Je pense que l'État devrait considérer aussi le remboursement de ces autres frais de santé-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, en attendant que les choses ne bougent, faites attention à vous, faites attention à ce que vous mangez. Partagez la vidéo, partagez massivement parce que là, il y a les élections. La santé, c'est important, ça doit faire partie des sujets prioritaires du programme de quelqu'un qui veut être président de la République. Partagez parce que je ne comprends pas. Enfin, si vous comprenez, moi, vous me dites, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on rembourse les médicaments et on ne rembourse pas la prévention. Je ne sais pas, c'est à se demander peut-être si les laboratoires qui fabriquent les médicaments, est-ce que ce n'est pas eux peut-être qui dictent les lois ou qui prennent les décisions, je ne sais pas. Parce qu'on a quand même des présidents, on a des ministres de la Santé, etc. Il y a plein de médecins qui tirent l'alarme, mais rien n'est fait au final. Donc, toujours les médicaments qui sont mis en avant. Est-ce que c'est pas parce que c'est les laboratoires qui dictent la loi? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose, hein. Je n'ai aucune certitude de ce que je dis, mais bon, voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez renchérir, n'hésitez pas. Si je me trompe, n'hésitez pas aussi à me le dire. Moi, c'est une réflexion vraiment voilà, que j'ai eu envie de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.